Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora ici Télévision Madame Julie Ravary-Pilon, co-directrice du livre Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec, confluence et divergence, écrit sous la direction aussi de Ersi Kantogouris, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Montréal. Julie Ravary-Pilon détient un doctorat en études cinématographiques de l'Université de Montréal. Elle est spécialiste du cinéma québécois et de l'histoire des représentations des identités sexuelles et de genre dans les médias. Ici Kamal Benkiran, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bienvenue parmi nous, Madame Ravary-Pilon. Merci de l'invitation. Félicitations pour la parution de ce livre, à vous deux, aussi à Madame Ersi Kantogouris, un livre très documenté, vraiment documenté. J'ai eu plaisir à le lire. Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec, confluence et divergence, publié chez les presses de l'Université de Montréal, sous la direction de la collection Vigilante. Alors, un livre qui s'adresse, on va dire dans un premier temps, aux personnes attentives aux enjeux d'égalité, d'inclusion et de représentation dans la création artistique de manière générale. Un livre qui rend hommage surtout aux femmes des médias. Comment vous est venue cette idée justement de rendre cet hommage aux femmes des médias au Québec? Est-ce qu'il y avait un vide à ce niveau? L'idée première est arrivée en 2016 lorsque il y a eu l'annonce par des organismes, des institutions telles que l'Office national du film, des programmes visant la parité, visant à atteindre la parité, voilà, hommes-femmes, dans la réalisation des films produits par l'Office national du film. Par la suite, plusieurs autres programmes ont été mis de l'avant par la SODEC, par exemple, la Société de développement en culture. Il y a également Téléfilm Canada qui a emboîté le pas, un peu plus tard Radio-Canada aussi. Donc, on voyait vraiment un momentum pour parler de ces enjeux-là, de la parité, de l'inclusion, de l'égalité dans les médias audiovisuels. Par la suite, nous avons décidé donc de convoquer en fait les spécialistes du domaine au Québec, là, que ce soit en cinéma, télévision, jeux vidéo et art, vidéo et numérique aussi, voir en fait ce qu'ils avaient trouvé comme piste de réflexion sur ces enjeux-là et voir s'il n'y avait pas des problèmes, des solutions aussi qui étaient, voilà, des enjeux qui étaient transversaux à ces quatre médiums au Québec plus particulièrement. Cette conférence-là a eu lieu en 2018 à la Cinémathèque québécoise. Et puis par la suite, nous avons invité voilà, ces personnes à suivre leurs réflexions dans les pages de cet ouvrage collectif. Magnifique. Donc, bon, c'est écrit en quelques parties là. Dans la première partie, vous abordez l'écriture féminine à la rencontre de l'écran par Martine Delvaux et à la question des femmes avec Mireille Dansereau pour un entretien que vous avez fait de vous-même. Puis la question aussi de la violence faite aux femmes autochtones. Très intéressant volet pour un entretien avec la réalisatrice Kim Obomsawin qui avait déjà fait Le silence qui tue. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour aller démystifier justement ce silence qui tue justement? Oui, en fait, dans cette première section pratique, on voulait vraiment aller à la rencontre de praticiennes. Donc, vous les avez très bien nommées. Donc, Martine Delvaux qui parle de sa posture de critique féministe du cinéma. Mireille Dansereau, première femme à avoir réalisé un long métrage au Québec. Kim Obomsawin, qui est une réalisatrice abénaquise, qui a fait, comme vous le mentionniez, ce film Ce silence qui tue. Et Joëlle Rouleau, qui est professeur à l'Université de Montréal et qui fait de la recherche-création. Donc, ces quatre femmes ont une pratique. Donc, on est allé à leur rencontre pour voir justement les enjeux en lien avec leur pratique. Elles sont de différentes générations aussi et ont leur propre pratique. Donc, voilà, Kim Obomsawin, qui est une réalisatrice abénaquise qui a débuté il y a environ 10 ou 15 ans, jusqu'à Mireille Dansereau, qui est la
la première femme au Québec. Donc, cette question-là sur ce silence qui tue, je le vois un peu comme, bon, dans le film de Kim Obum-Sawin, on traite de ces femmes assassinées et disparues, de ces femmes et ces filles autochtones assassinées et disparues. Donc, le silence des médias, le silence des politiciens, politiciennes par rapport à cet enjeu qui est très important, donc qu'elle a mis au jour. À travers son documentaire, à travers des témoignages, elle est allée dans les communautés, dans différentes nations autochtones aussi, à travers le Canada d'ailleurs, dans ce cas-ci. Oui. Et je pense que ce silence qui tue, c'est aussi, et on en parlait en introduction, cette idée-là aussi, vous voyez le titre du livre « Histoire oui. », il est en deux sens en fait. À la fois les histoires, nous souhaitons qu'il y ait des histoires, des témoignages de femmes sur les enjeux, les médias audiovisuels, mais aussi en fait à l'intérieur des films. Quelle histoire, quel récit on raconte? Et puis là, on fait un parallèle en fait en introduction avec une idée de Rebecca Solnit qui parlait de Harvey Weinstein, ce producteur qui a été reconnu coupable d'agression et de violence sexuelle. Donc, elle parlait en fait que Harvey Weinstein, en tant que producteur très influent à Hollywood, avait le pouvoir d'être un storyteller, donc un raconteur d'histoire, mais aussi un story killer, donc un tueur d'histoire. Ouais. Il avait un pouvoir de décider ce qui allait être mis à l'écran, en fait. Et il y a notamment Salma Hayek qui parle que lorsqu'elle a collaboré avec Weinstein sur Frida, donc le film sur la peintre mexicaine Frida Kahlo, il y avait ces enjeux-là aussi de ce que Weinstein voulait, faisait pression pour quelle histoire allait être racontée dans ce film. Donc, elle a témoigné de ça. Donc, dans cette même mouvance internationale, on voulait, cesser ce silence sur les histoires des femmes au Québec. Bon, il y a déjà plusieurs histoires qui ont été racontées, là, mais aller dans cette même prise de parole, en fait, parce que le contraire de silence, c'est la prise de parole, bien sûr. Donc, encourager cette prise de parole-là des femmes de différentes générations, de différentes origines et à travers différents médiums aussi. À travers différents médiums, excellent. Puis vous abordez aussi cette question de la représentativité des femmes autochtones dans la deuxième partie. On va l'aborder, cette question, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Julie Ravary-Pilon, c'est notre invitée de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ICI Télévision. On parle d'un livre très intéressant. Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec, confluence et divergence sous la direction de Julie Ravary-Pilon et Ersi Kantogouris, publié chez les Presses Université de Montréal, parution récente. On parle des médias, on parle de représentation. Et notre invitée de ce jeudi, c'est Julie Ravary-Pilon. Pour une discussion intéressante, j'abordais justement cette question de la représentativité des femmes dans la deuxième partie. Bon, il est question de, n'est-ce pas, de femmes et médias audiovisuels au Québec, des récits contemporains et féministes, des réalisatrices autochtones, mais surtout cette question de représentativité. En quoi est-ce qu'on peut valider, par exemple, que les femmes autochtones sont sous-représentées? Est-ce que c'est par le nombre de femmes autochtones réalisatrices présentes ou est-ce par la réception de leur travail, de leur œuvre en général? Et puis, comment est-ce que vous percevez justement le pouvoir autochtone féminin? Parce que vous avez abordé cette question intéressante justement. Qu'est-ce que ça nous donne comme sujet à réfléchir, Madame Ravary-Pilon? Oui, écoutez, ce sont d'excellentes questions. Je pense que c'est effectivement un des sujets qui interpelle particulièrement du livre. Il est présent déjà dans 3 des textes qu'on propose. Donc, si vous me permettez, je veux juste mentionner aussi que les idées que je mets de l'avant, elles sont proposées notamment par la réalisatrice Kim Obum-Sawin. Donc, permettez-moi de la citer. Elle connaît mieux cet enjeu que moi, mais parler de ces questions-là dans le texte. Donc, 3 textes sur ces questions-là. Donc, dans un premier temps, Karine Bertrand qui va parler des stéréotypes
qui sont discriminants pour les femmes autochtones lorsque ils sont représentés dans le cinéma québécois. Donc, elle va parler de ça, donc cette représentation et des problématiques liées à ces représentations dans l'histoire du cinéma québécois. Par la suite, il va y avoir Marie-Ève Bradette qui analyse, elle, de son côté, 2 propositions de séries télé. Donc, dans un premier temps, Mohawk Girl de Tracy Deer et aussi Princess de Angie Pepper Obomsawin et Sonia Bonspicil-Boileau, qui sont respectivement Mohawk Abenaki et Mohawk. Donc, Marie-Ève Bradette va parler justement, toujours en lien avec peut-être un peu les propositions de Karine Bertrand, comment est-ce que lorsque ce sont des femmes autochtones qui réalisent les séries web, la série télé, comment est-ce qu'on en vient à offrir de nouveaux modèles, de nouvelles figures, ou du moins qui ont malheureusement pas été assez vues à la télé en ce qui a trait aux représentations des femmes autochtones, mais surtout des représentations qui sont plus près de leur vérité, qui sont plus saines aussi, qui sont plus complexes. Et puis finalement, le dernier texte, voilà, nous l'abordions avant la pause, l'échange, en fait, qui est une transcription d'une rencontre entre Mélissa Gélina et Kim Obomsawin au colloque dont je parlais en introduction. Donc, c'est une transcription de cet échange-là. Et vraiment, c'est tout à fait... j'étais présente naturellement et c'était vraiment un échange très, très intéressant. On parlait du cinéma comme un outil, un chemin de guérison. Donc, je reprends les mots de la cinéaste Obomsawin, qui parlait que la place des femmes dans les communautés comme des militantes, comme des enseignantes aussi. Donc, alors que dans le cinéma québécois, disons, dans les débuts du cinéma québécois, il y avait beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices. Lorsque les Autochtones ont commencé en fait, en ce moment, quand on regarde les pourcentages, les statistiques, c'est le contraire. On est beaucoup plus paritaire, voire même il y a plus de femmes que d'hommes qui réalisent du cinéma dans les nations autochtones. Et puis ça, c'est en lien avec la place des femmes dans les communautés, dans les nations autochtones. Et puis ça, je vous invite vraiment, en fait, c'est un des moments forts du livre, je pense, cet échange-là, où est-ce que justement Kim explique pourquoi les femmes, les réalisatrices autochtones sont si présentes. Elle qui a gagné le prix collégial du cinéma québécois avec Je suis humain sur Joséphine Bacon. Donc, non seulement elles sont présentes, elles sont fortes, mais en plus, leurs œuvres interpellent et trouvent écho, notamment chez les cégepiens, cégepiennes. Donc, c'est vraiment des parcours qui sont inspirants, puis on est très, très chanceuse qu'elle nous ait fait confiance et qu'elle ait partagé ses idées dans notre livre. Très bien. Vous savez, c'est large. Mais là, on va essayer de sauver du temps, là. Parce que le livre, là, c'est plus de 300 pages, mesdames et messieurs. Il y a des questions extrêmement intéressantes à aborder. Là, j'aimerais parler avec vous, Mme Ravary-Pilon, sur la thématique de amour, sexualité et conjugalité dans le contexte québécois. Et en quoi les animatrices télévisuelles, par exemple, ont-elles joué un rôle pour comprendre le concept du féminisme, toujours dans le contexte québécois? Parce que là, on ne peut pas oublier là, le contexte du féminisme très présent. Parlez-nous de cet impact, justement. Quel rôle ont joué, justement, les animatrices de télévision à ce niveau? Oui, c'est un sujet qui est abordé par Anouk Bélanger et Stéphanie Boisvert, qui sont de l'École des médias à l'UQAM. Et puis, vous parliez d'amour, sexualité, conjugalité. Je trouve que, en fait, ces thématiques-là des animatrices et de la série La Galère sur ces sujets-là sont vraiment un exemple de comment le cinéma peut être abordé sur différentes facettes et aussi à travers différentes spécialités. Donc là, ici, on parle de séries de télé. Donc, amour, sexualité, conjugalité, on nous parle, ce sont des sexologues, en fait, des professeurs en sexologie qui nous parlent des scripts sexuels à la télé et de l'impact lorsque, on parle de La Galère, qui est une série télé qui a été très populaire. Et comment est-ce que ces scripts sexuels-là ont des impacts? On le sait, ça offre des modèles. En ce qui a trait ici dans le sujet qui nous intéresse, amour, conjugalité et sexualité, qui offre des modèles de comportement. Et puis ça, c'est un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'on voit comment est-ce que c'est pas juste des étudiants en histoire de l'art, pas des étudiants, des professeurs en histoire de l'art ou en cinéma qui vont aborder les objets télévisuels, c'est aussi des sexologues. Donc ça, c'est dans un premier temps.
du point de vue des animatrices de l'École des médias. Donc, l'École des médias qui est beaucoup spécialisée en journalisme. Et ici, les animatrices, c'est un portrait très nuancé parce qu'effectivement, on met beaucoup de l'avant les féminismes à l'écran. Et Anouk Bélanger et Stéphanie Boisvert proposent ici une petite nuance parce que sous le couvert d'une grande agentivité et d'une grande émancipation financière, notamment chez les animatrices là, qui font des émissions de télé sur le bien-être, par exemple, ils donnent des exemples sur des rénovations, des émissions de rénovation, lorsqu'on a une star et qu'on suit cette star dans son quotidien, dans sa famille, dans sa rénovation de chalet. Sous ce couvert, il y a peut-être un peu une idéologie néolibérale qui est tout de même conservatrice. Très bien. Alors, on va rebondir sur ce point, si vous permettez, sans vous couper la parole, mais on va rebondir sur ce point au troisième segment. Julie Ravary-Pilon, c'est notre invitée d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour chez Agora, mesdames et messieurs, chez ICI Télévision, avec Julie Ravary-Pilon. Parlez de cette idéologie que vous disiez qui est néoconservatrice. Je vous invite à aller au bout de votre idée, s'il vous plaît, lorsque vous décriviez tout à l'heure le rôle et l'impact des animatrices télévisuelles. Oui, ben, en fait, encore une fois, c'est une idée qui est proposée par deux collaboratrices du livre, donc Anouk Bélanger et Stéphanie Boisvert. Donc, je reprends un peu ce qu'elles proposent et je vous invite vraiment, en fait, à aller lire le chapitre parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est cette idée-là d'une idéologie néolibérale qui met de l'avant l'émancipation financière, mais aussi, en fait, des biens de consommation. Et si on se rappelle, bon, des racines des féminismes, du militantisme féminisme, il y a aussi cet enjeu-là d'égalité. Et est-ce que, pas toutes les émissions de toutes les animatrices, bien sûr, mais est-ce que certaines d'entre elles ne feraient pas plutôt la promotion, en fait, d'une certaine forme de consommation et de capitalisme qui n'est pas nécessairement disons, en lien direct avec les racines, disons, plus radicales de certains féminismes. Donc, c'est une version nuancée, bien sûr, mais qui me semble tout à fait intéressante et encore une fois, qui est beaucoup mieux dépliée que je peux le faire en ce moment. Très bien. Mais ça me permet de faire le lien avec l'écriture au féminin, les dimensions de l'écriture au féminin, parce que vous en avez parlé tout au long du livre. Cette dimension, ce volet de l'écriture au féminin est revenu à quelques reprises. Comment est-ce qu'il faudrait l'assimiler dans votre ouvrage, l'écriture au féminin en général? Est-ce que il faudrait juste saisir ce volet militantisme, ou bien est-ce qu'il y a aussi cette touche néolibérale et conservatrice qu'on trouve dans l'écriture féminin et qu'il faudrait assimiler? De toute façon, comment est-ce qu'il faudrait le comprendre dans le contexte québécois? Oui, vous touchez un point très sensible parce que je pense qu'on a encore, et je nous souhaite qu'on continue de réfléchir à ces questions-là aussi. Hein. Vous avez certainement remarqué, je parle des féminismes au pluriel. Oui, nous avons parlé des histoires audiovisuelles. Je pense que des ouvrages collectifs comme ça, ce que ça permet sur la forme, c'est de vraiment proposer un portrait collectif. J'aime l'image de la mosaïque, bien sûr, lorsqu'on regarde morceau par morceau, chaque histoire a sa couleur, sa couleur, son impression. Et puis lorsqu'on prend un peu de recul, on voit un portrait plus large. Et puis c'est cette idée-là, donc sans vouloir donner une idée générale de ce que sont les féminismes en culture au Québec, d'offrir la possibilité au lectorat de tirer ses propres conclusions, en fait, des convergences et des confluences et divergences dans ces féminismes-là. De là le sous-titre du livre. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont transversaux dans les écritures au féminin. Et puis, bien sûr, les femmes, des personnes s'identifiant comme femmes. On veut que notre ouvrage soit aussi intersectionnel. Donc, on a parlé tout à l'heure de la question autochtone. On parle aussi des enjeux queer dans le livre. On parle aussi des communautés ethnoculturelles, notamment dans un chapitre de Chloé Savoie-Bernard. Donc, on veut que ces écritures-là soient multiples. On met de l'avant des œuvres qui sont
multiples aussi, et puis au lectorat de tirer ses conclusions du portrait général de Tout à ces fait. histoires. Chacun donc, d'après son regard, tirera les remarques ou le constat qu'il faut faire. Y a un point très important sur lequel j'aimerais revenir, la question de la visibilité. Alors, vous abordez dans un des chapitres, depuis la dernière décennie, il y a plusieurs réalisatrices, en effet, au Québec, qui ont fait leur marque. Au Québec, certaines de ces nouvelles créatrices, comme Anne Aymon et Chloé Robichaud, qui ont eu une certaine visibilité médiatique. Et il semble aussi que le but, c'est toujours de donner la visibilité à ces femmes. C'est une lutte continuelle pour la visibilité. Est-ce qu'on peut dire que, bon, ça lutte toujours pour la représentativité de ces femmes, qu'elles ne sont pas nombreuses là, mais est-ce qu'elles créent pour toujours se donner de la visibilité au nom d'une créativité féminine, justement? En fait, je pense que, bon, lorsque je peux pas parler, je n'ai pas de pratique créative, donc je peux pas vous dire ce à quoi elles pensent lorsqu'elles soumettent un scénario ou conçoivent un jeu vidéo, par exemple. Mais un enjeu qui est important et qu'on doit garder en tête lorsqu'on on réfléchit ces questions-là, je pense, c'est la représentativité. Au-delà de la visibilité pour la visibilité, c'est que notre culture, et puis vous êtes certainement, votre mission à vous aussi, chez ICI Télévision et Agora, c'est la même chose, je pense. Cette idée-là que la culture représente notre société, les Ben différents oui, visages de la c'est société, les notre différentes... logo. Voilà, exactement. Donc, nous, on est parti du point de départ des femmes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des enjeux intersectionnels. Notre livre se veut intersectionnel, mais c'est cette idée-là de travailler à toujours une meilleure représentativité des personnes au Québec. Par la suite, on parlait des succès derniers aussi. Si je peux rester un peu dans l'actualité, nous parlons de Louise Archambault qui a eu 2 films qu'on appelle millionnaires, au sens où ils ont atteint le million au box-office. Et puis cette semaine, on apprenait aussi qu'un film réalisé par une femme, et donc Myriam Bouchard, si je ne me trompe pas, et scénarisé par une femme, India Desjardins, le film de Noël le 23 décembre, a Voilà, atteint le million au box-office. Donc ça, c'est toujours... et je sais, j'ai c'est une malheureusement grande pas eu la réussite. chance... Pardon? C'est une grande réussite, je disais, concernant Oui, le c'est ça. box-office, oui. Oui, puis j'écoutais India Desjardins en entrevue qui parlait justement qu'elle voulait que son film, qui est un film choral, donc qui se prête très bien à ça, ait une très bonne représentativité des différentes personnes au Québec. Donc, en plus, non seulement c'est des pratiques de femmes, mais elle veut que les enjeux, ces sensibilités se retrouvent à l'écran. Et puis, bon, un film de famille à populaire. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui se passe très bien dans le milieu de la culture au Québec. Exactement. Alors, quand vous voyez, le temps passe vite. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Julie Ravary-Pilon, qui a écrit conjointement, sous la direction de Julie Ravary-Pilon, justement, Ersi Contogoris, ce fabuleux livre. Il faut le consulter. Il faut aller le voir, il faut aller l'acheter. Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec. Donc, publié chez la Presse de l'Université de Montréal, tout paru récemment, tout récemment. Oui, Merci beaucoup d'avoir été c'est moi avec qui nous, vous Madame remercie. Ravary-Pilon. Je vous en prie. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Chez Agora, ICI Télévision, jeudi prochain. Au revoir.